nous allons tout de suite commencer. Alors là, vous reconnaissez la rue Verdaine, n'est-ce pas? C'est une plaque commémorative avec le médaillon d'Henri Dunant, ce n'est pas son buste. Là, nous savons que la plaque a été posée en 1919 et c'est toute une histoire parce que je pense que vous n'ignorez pas que autant Henri Dunant était célèbre dès 1862 avec son souvenir de Solferino, autant il est tombé en disgrâce aux yeux de ses concitoyens en 1867 lorsqu'il a été pris dans une faillite frauduleuse. Lui-même, à ce moment-là, on a conçu, on pourrait dire, un sentiment de profonde culpabilité. Il s'est enfui et il n'est plus jamais retourné à Genève. Et malheureusement, à part les membres de sa famille, nous avons l'impression qu'il a coupé les ponts avec quasiment tout le monde. C'est pourquoi il faut attendre 1919 pour qu'enfin la famille puisse obtenir qu'on pose une plaque sur la maison natale d'Henri Dunant, donc né le 8 mai 1828. C'est donc la rue Verdaine, et ce qui y a d'assez piquant, c'est que naturellement la famille a dû prendre tous les frais et toute l'organisation, etc. Et le représentant du CICR, qui a pris la parole, a réussi de mener toute son allocution en prononçant une seule fois, je crois, le nom d'Henri Dunant. Et ça nous montre à quel point, dans les milieux genevois, on a eu de la peine à se réconcilier avec le grand homme. Il faudra attendre donc 1980 pour que, enfin, à l'initiative du pasteur Henri Babel, on puisse poser un buste d'Henri Dunant sur la petite esplanade qui est tracée entre la place Neuve, la rue de la Tertasse et la rampe de la Treille. Ce buste est un petit peu mystérieux aussi parce qu'on l'attribue à Luc Yagui, qui était décédé plusieurs années auparavant, mais on n'a pas de traces documentaires sur le document lui-même. On sait seulement qu'il est dû à la fonderie Pastori à Carouge, qui, hélas, a interrompu ses activités. Vous savez que ce buste a suscité quelques sourires ou quelques grincements, notamment parce qu'on a pu établir que c'était exactement l'endroit où se trouvait la guillotine qui, de 1799 à 1862, a ôté la vie à presque 70 criminels, ou en tout cas condamnés à mort. Donc c'était un tout petit peu paradoxal de l'installer là, mais au moins il est là, enfin, à Genève. Alors maintenant, nous commençons l'ordre alphabétique des bustes. Et là, nous sommes avec l'Algérie. Et vous savez que pour les Algériens, le personnage historique de référence, c'est l'émir Abdelkader, qui était à la fois le héros de la résistance à la colonisation française dans les années 1840, et qui en même temps a fait preuve de grande humanité vis-à-vis des prisonniers de guerre français qu'il avait fait. Donc pour les Algériens, c'est une personne iconique. Vous devinez bien qu'il se trouve à votre gauche. Et alors, c'est assez amusant quand même, parce que nous avons eu l'impression, je dis nous, les observateurs extérieurs, que l'Algérie voulait en fait installer un buste de l'émir Abdelkader à Genève, et si possible au Panthéon de l'humanitaire, c'est-à-dire au siège du CICR, et que pour faire passer ce buste, ils en ont amené un aussi d'Henri Dunant. Vous pouvez aller au CICR, il faudra beaucoup chercher pour les trouver tous les deux, mais on peut quand même les admirer en direct. C'est donc là un usage, on pourrait dire, politique d'un buste d'Henri Dunant. Nous passons là à l'Allemagne.
vous savez que la présence, l'action de la Croix-Rouge en Allemagne est extrêmement importante. Et le pays enregistre 13 musées de la Croix-Rouge. Je vous en prie, 13 musées. C'est assez impressionnant. Et alors, grâce au professeur Schlösser, j'ai pu avoir un aperçu des bustes, et celui-ci est particulièrement intéressant, puisqu'il nous donne une des interprétations les plus sobres et en même temps les plus expressives. Et ce buste est dû à Lothar Brabantski, et il date des années 1950. Et il se trouve au siège de la Croix-Rouge allemande, maintenant à Berlin. Nous avons un autre buste qui lui, est au musée de la Croix-Rouge de Schlangen, et là, nous avons le nom du ciseau de Madame Inge Ritter. Ce buste-là est en plâtre, le précédent était en bronze. À Luckenwalde, où se trouve aussi un musée Croix-Rouge, nous avons une autre interprétation d'Henri Dunant par Madame Madeleine zu Solms. Et puis, vous avez le même, mais cette fois-ci en terre cuite, et de nouveau au musée Croix-Rouge de Lie. Et enfin, aspect moderne insoupçonné, ce buste-là se trouve à Geislingen, aussi dans un musée Croix-Rouge, mais tenez-vous bien, il a été fait avec une imprimante 3D. Donc, ça veut dire que je pense qu'il est en une sorte de matière synthétique. C'est assez impressionnant. Et on a l'impression que ce buste-là, notamment, appartient à la famille du buste de la Tertasse. Je vous expliquerai ensuite les tribulations de ce modèle. Mais nous voyons là qu'en Allemagne, on a une très grande présence d'Henri Dunant et de bustes d'Henri Dunant. Et puis, au musée de Luckenwalde, ils n'ont pas résisté à la tentation, pendant la pandémie, d'utiliser le buste pour des buts prophylactiques. C'est assez amusant, et il a vraiment été exposé comme ça pendant un bon bout de temps. Nous passons ensuite à la Belgique, et nous sommes à Ixelles, et là nous avons un buste beaucoup plus solennel qui appartient à la famille des bustes créés par un Turc dont nous parlerons dans un moment. Alors là, nous sautons dans une région tout à fait étonnante pour nous, la Biélorussie ou la Bélarus, où en 1980 a été inauguré un buste d'Henri Dunant, et là nous voyons le chef de la délégation du CICR qui pose sa couronne. Alors là, nous traversons plusieurs océans pour arriver en Chine, à Shanghai, où nous avons découvert aussi un buste d'Henri Dunant, naturellement d'une facture différente, mais nous n'avons pas les coordonnées des artistes, du fondeur, etc. En revanche, à droite du buste, vous pouvez remarquer Madame et Monsieur Monique et Bernard Dunant, Bernard Dunant étant l'arrière-petit-neveu d'Henri Dunant. Nous sommes là en 2010, et Bernard a été pendant 25 ans vice-président de la Société Henri Dunant, et maintenant c'est sa fille, Cécile, qui est ici parmi nous, qui assume le relais. Et nos amis chinois nous avaient invités en deux voyages à faire un pèlerinage sur les traces d'Henri Dunant en Chine. Nous sautons là de continent, c'est le Costa Rica. Nous y étions aussi avec Cécile, son mari Lester, et
et François Bugnon du CICR, nous étions invités par la Croix-Rouge du Costa Rica, particulièrement dynamique. Et là, nous voyons le buste d'Henri Dunant qui se trouve à l'Université de la Paix. Ça nous a permis de découvrir que l'ONU avait créé une université de la paix par continent et que celle de l'Amérique était installée au Costa Rica dans un cadre absolument magnifique. Et donc, c'est une incarnation du premier prix Nobel de la paix ici. C'est une relation nettement orientée sur le pacifisme. Et alors, nous avons une seconde interprétation d'Henri Dunant, Carthago. Là, nous voyons le président très respecté de cette Croix-Rouge, et nous avons là le buste d'Henri Dunant qui a été restauré à l'occasion de notre venue, et vous voyez Cécile Dunant, qui est donc l'arrière-petite-nièce d'Henri Dunant, qui maintenant tient le flambeau familial. Et nous avons là une interprétation tout à fait originale du fondateur de la Croix-Rouge, puisque c'est la Croix-Rouge de Carthago, Carthago étant l'ancienne capitale du Costa Rica. Nous revenons en Europe, et nous sommes à Elda, en Espagne, avec un monument dédié à l'œuvre complète de la Croix-Rouge. À droite, vous reconnaissez notre héros. À gauche, vous devinez les traits de Florence Nightingale. C'est une des rares occasions où ces deux figures de proue du mouvement humanitaire sont jointes. Toujours en Espagne, nous avons voilà une autre interprétation assez sévère du fondateur. La France, à côté de l'Allemagne, la France a une activité de mémoire extrêmement importante. Et notamment, l'œuvre de la Croix-Rouge y est très développée et très influente. Il y a un élément de plus, c'est que nos amis français ont découvert il y a une trentaine d'années qu'Henri Dunant était aussi citoyen français. Il avait demandé à récupérer sa nationalité, la nationalité au fait de ses ancêtres maternels qui avaient dû fuir la France pour des raisons de persécution religieuse au XVIIe siècle. Et alors, disons qu'Henri Dunant est particulièrement populaire. Alors, nous avons là le buste tout à fait dans la famille de celui de la Tertasse, mais avec une légère interprétation différente. Je profite pour en parler, c'est-à-dire que comme on n'avait aucun élément de référence pour le buste de la Tertasse, et qu'il était quand même un tout petit peu trop grand pour une œuvre de table ou une œuvre d'intérieur. Alors, le CICR a demandé à la Haute École des Arts Décoratifs de réaliser un buste plus petit. Et c'est une étudiante, Madame Jennifer Deleplanque, mais nous sommes en 1995, qui a interprété, c'est-à-dire qu'elle a recréé un nouveau buste, c'est celui-ci, donc en diminuant la taille et en adoucissant légèrement les traits. Et on pourrait dire par rigueur intellectuelle, elle refuse de signer son buste et elle nous a autorisé à le reproduire autant de fois que nous voulons. Et grâce à sa générosité, nous pouvons donc disposer d'un moule qui est bien pratique. Et vous le voyez ici, c'est un tirage en plâtre qui est destiné à l'organe directeur de la très puissante Croix-Rouge française. Nous avions pu participer à son dévoilement au mois de mars dernier dans une délégation où il y avait de nouveau Cécile, un de ses fils, je crois, et c'était une très belle fête. Et
notre collaboration avec la Croix-Rouge française est vraiment stimulante. Alors, nous sommes toujours en France, cette fois-ci en Val-de-Marne, et c'est là que se trouve un des supporters les plus actifs, qui s'appelle Hervé Pillet. Il est volontaire de la Croix-Rouge du Val-de-Marne, et c'est lui qui a offert le buste en plâtre, qui a fait offrir le buste en plâtre au conseil d'administration que vous avez vu tout à l'heure, et ils ont installé à Joinville-le-Pont un buste, cette fois-ci en bronze, toujours la même famille, et vous voyez, là, c'est assez touchant, c'est un buste qui permet de manifester des réconciliations. Vous le savez, pendant de très très nombreuses années, les familles héritières des deux principaux fondateurs, Henri Dunant et Gustave Moynier, avaient un héritage qui leur pesait et surtout qui ne favorisait pas une collaboration. Et puis depuis maintenant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, tout a changé, c'est magnifique. Et alors là, vous avez toujours le fameux buste de Joinville-le-Pont, mais nous étions en voyage d'études sous les auspices d'Hervé Pillet, et là vous reconnaissez Élisabeth Moynier, qui est ici présente au 4e rang, qui est elle une descendante par alliance de Gustave Moynier, et donc à droite, Madame Claire Druc-Vaucher, qui elle est une arrière-petite fille de la sœur d'Henri Dunant, Anna Vaucher, qui a épousé le pasteur Ernest Vaucher. Et Claire Druc-Vaucher se trouve aussi parmi nous pour cette soirée. J'ai trouvé assez beau de voir une matérialisation de relations interfamiliales qui sont maintenant complètement surmontées et harmonieuses. C'était un des buts que nous nous étions donnés avec la Société Henri Dunant, et nous en sommes bien, bien heureux. Alors, c'est toujours le même buste, et vous en voyez un des usages. Le 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est fêtée avec ardeur et ferveur dans beaucoup de pays. Et heureusement, la Croix-Rouge genevoise a rétabli, ou plutôt a établi cette fête populaire depuis 3 ans au Bastion, où on organise une grande fête avec les différentes institutions héritières. Eh bien, là, vous avez plus modestement, mais avec beaucoup d'enthousiasme, la commémoration de cette journée mondiale. Et une des choses qui nous frappe avec nos amis français, c'est que, ils portent très volontiers l'uniforme de la Croix-Rouge, comme nos amis italiens d'ailleurs, pour les grandes cérémonies. Et puis, deuxièmement, ils ont un culte du drapeau et des décorations que nous ignorons à Genève, mais qui permet de mobiliser notamment les jeunes. Et c'est une manière assez impressionnante d'assurer la relève du mouvement, parce que vous savez que nous avons ce souci dans beaucoup d'institutions. Et alors, nos amis français ont aussi des buts pédagogiques, et leurs bustes sont toujours accompagnés d'un petit panneau historique pour permettre aux passants de se cultiver un peu. Ce qui manque un peu pour beaucoup des bustes que j'ai étudiés. Nous sommes toujours en France, cette fois-ci à Strasbourg. Vous reconnaissez à gauche, souriant, le prestigieux président du comité international, Peter Maurer, qui vient d'arrêter son mandat après 12 ans de fonction. Et à droite, nous avons M. Armand Perregaux, qui était le président de la Croix-Rouge d'Alsace et qui était aussi un supporter, on pourrait dire, inconditionnel d'Henri Dunant. Et là, il a réussi à placer un des bustes, toujours de la famille Leclerc-Guy, Jennifer Leplanque, au Conseil de l'Europe. Et nous avons, entre ces deux messieurs, Madame Gabriella Battaini-Dragoni, qui était la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe au moment de cette cérémonie.
Alors, M. Hervé Pillet est tout à fait étonnant. Il est donc chez lui, si j'ose dire, au Val-de-Marne. La Croix-Rouge et la ville ont reçu un domaine, le château de Régat, en pleine localité, avec la condition d'en faire un lieu pédagogique. Et alors la ville a décidé d'organiser là de la volaille, des poules, des canards, des coqs, des dindons, etc., pour des visites des classes de l'école primaire. Et alors Hervé a trouvé que c'était très bien d'avoir toute cette belle jeunesse qui venait admirer de la volaille. Alors il a obtenu de pouvoir installer une stèle, de nouveau, en l'honneur d'Henri Dunant. Vous ne voyez pas la partie inférieure, mais c'est la partie pédagogique. Donc vous voyez que les bustes ou les représentations monumentales d'Henri Dunant servent aussi à la diffusion, qui est une des obligations du mouvement international de la Croix-Rouge. Et alors là, nous descendons au bord de la Méditerranée, la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, où nous avons trouvé ce monument assez impressionnant. Malheureusement, la photo n'est pas très bonne, mais c'est une grande tête d'Henri Dunant en ronde bosse qui est dédiée au promoteur de la paix. Nous n'avons pas encore reconstitué l'histoire de ce monument, mais elle date de plusieurs décennies. Mais enfin, elle atteste aussi, dans un endroit complètement reculé, du rayonnement de notre grand philanthrope. Nous arrivons à Genève, au CICR, donc l'endroit clé. Vous reconnaissez à gauche le buste de Gustave Moignet. Là, c'est un plâtre peint, et le buste original se trouve dans les bastions. Et puis à droite, vous avez naturellement notre personnage clé, mais cette fois-ci dans un état d'un buste qu'on ne connaissait pas, et qui a été donné au CICR, mais qui n'a pas d'histoire. Alors, on se réjouit que des personnes se penchent sur cette histoire. Le CICR a 2 ou 3 autres bustes d'Henri Dunant, mais ils sont conservés comme documents historiques et non pas comme éléments de communication. Là, nous traversons de nouveau les kilomètres et les océans, puisque nous sommes en Inde, et où un buste est attesté en bronze auprès du siège de la Croix-Rouge indienne. En Inde, ce qu'il y a de particulier, c'est que l'emblème de la Croix-Rouge est utilisé pour signaler toutes les pharmacies, tous les cabinets médicaux, toutes les cliniques, etc. Donc on a un usage assez large de l'emblème, mais effectivement, il y a du travail. Voilà. Nous n'avons pas identifié le lieu de ce buste, malheureusement. Nous avons encore beaucoup de recherches à faire dans ce domaine. Alors, ici, nous sommes à Solferino. Donc, nous entrons dans le chapitre Italie. Vous savez que Henri Dunant avait découvert le lendemain de la bataille de Solferino, donc un 25 juin 1859, l'état calamiteux, scandaleux d'abandon des soldats blessés. Et ces soldats étaient acheminés à 7 km de la bataille, dans un lieu qui s'appelle Castiglione delle Stiviere, et c'est là qu'Henri Dunant a improvisé des secours pendant 3 jours, et c'est cette expérience-là qu'il a relatée dans Un souvenir de Solferino. Alors nous avons 2 localités, Castiglione, qui est véritablement le lieu d'intervention de Dunant, et puis nous avons un lieu qui porte le nom vraiment clair de Solferino, et entre les 2 communes, je ne suis pas sûr qu'il y ait une collaboration totale. Et d'après ce que j'ai compris,
gens de Castiglione ont appris par la presse qu'ils étaient invités au dévoilement de cette statue. Cette statue se trouve donc entre le musée de la bataille à Solferino et l'ossuaire où ont été recueillis les ossements des malheureux soldats tombés, tant autrichiens que français. Alors ça, c'est une statue en plein pied, si on peut dire, et elle illustre aussi les dynamiques entre les institutions. Nous passons maintenant au Mexique, avec un monument qui se trouve à Mexico même, et une présentation originale d'un buste entouré d'un cadre qui fait que la photo n'est pas convaincante. Encore une démarche à voir, mais manifestement, c'est une nouvelle création et c'est une nouvelle mise en évidence. Et vous voyez que le monument est immense, puisqu'on lit Jean-Henri Dunant et que c'est une mise en valeur assez étonnante. Et puisqu'on est toujours au Mexique, cette fois-ci nous sommes à Veracruz et nous avons de nouveau une statue d'Henri Dunant, de nouveau une statue en pied, c'est-à-dire qu'à part celle de Solferino, pour nous c'était la deuxième, et c'est un monument absolument gigantesque. Je me réjouis que quelqu'un aille à Veracruz pour nous donner des meilleures photos, mais c'est tout à fait impressionnant. Puis nous revenons en Europe, aux Pays-Bas. Vous savez que les Pays-Bas avaient été touchés par des inondations catastrophiques au début des années 50 et que les mouvements de solidarité en Europe avaient été très forts, que l'action de la Croix-Rouge avait été particulièrement intense, et ce monument résulte de cette motivation et de cette collaboration. Et donc, je crois que vous le verrez aussi bien là. Non, pardon, non, il est immense. Il est nettement plus grand que grandeur nature. Mais curieusement, lorsque j'ai fait les visites au siège de la Croix-Rouge néerlandaise, on ne m'a pas proposé d'aller le voir. Donc, ce sera encore un but de voyage, mais c'est assez impressionnant. Qui dit Pays-Bas dit aussi le Palais de la Haye, et le Palais de la Paix à la Haye, et là, vous avez une autre interprétation, parmi alors beaucoup de leaders du pacifisme international. Alors les Pays-Bas possèdent aussi, au siège de la Croix-Rouge, probablement le plus ancien des bustes. Et il est daté de 1906, et c'est certainement, en tout cas d'après nos recherches, le plus ancien buste, et nous pensons qu'il avait été préparé pour commémorer le 80e anniversaire de la naissance d'Henri Dunant en 1908. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu de confirmation de cet emploi. Mais c'est assez émouvant de voir le buste du vieillard de Haydn, dont on reconnaît notamment le chapeau un peu arménien, toque, tout à fait caractéristique des photos qu'on a de lui de cette époque. Oui? Pardon? Merci. Alors, encore un buste mystérieux qui est attesté par la Croix-Rouge des Pays-Bas, mais sans documentation.
Et puis, si vous voulez vous procurer un buste économique d'Henri Dunant, vous avez là un petit modèle, 18 cm de haut, pour quelques centaines d'euros, et peut-être même maintenant moins, qu'ils avaient lancé pour diffuser encore cette image. Donc, c'est clair que les Pays-Bas, traumatisés par la Seconde Guerre mondiale et par les inondations, ont eu une perception de l'œuvre de la Croix-Rouge particulièrement intense. Le Portugal n'est pas en reste, puisque nous avons là à Extremos un monument avec une interprétation en marbre de notre personnage. Celle-ci est aussi impressionnante parce que c'est la Serbie, et donc aussi un pays qui a connu les affres de la guerre à de trop nombreuses reprises. Enfin, nous arrivons quand même en Suisse, dans l'ordre alphabétique, avec Haydn, qui est, vous le savez, le lieu qu'Henri Dunant a choisi pour sa retraite, mais une retraite assez tôt, puisque depuis 1892, il y réside jusqu'à sa mort en 1910. Donc il aura 18 ans de retraite dans l'hôpital de Diestrie de Haydn, et c'est pour fêter le 150e anniversaire de sa naissance, il avait été décidé de créer un monument Henri Dunant, et ce monument, à la suite d'arbitrages assez complexes, a été décidé en deux lieux, le lieu de la naissance et le lieu de la mort. Alors là, c'est le lieu de la mort, et tous les 30 octobre, il y a une cérémonie très, très solennelle, haute en couleur, avec notamment des représentants des sections de la Croix-Rouge, de l'Autriche et de l'Allemagne, qui arborent toujours fièrement leurs uniformes. Et je ne vous ai pas donné la photo du monument Henri Dunant à Genève, dans les bastions, parce que malheureusement il est tellement déconcertant qu'il n'est pas à sa gloire. Ce qui est en tout cas d'étonnant, c'est que ces deux monuments Henri Dunant, qui portent ce nom, ne représentent pas notre héros. Et sur le monument des Bastions, on retrouve les mêmes angoisses, les mêmes appréhensions des Genevois, parce qu'on dit à Henri Dunant, initiateur de la Croix-Rouge. De même que sur la plaque commémorative de 1919, il est qualifié de promoteur de la Croix-Rouge. Le terme fondateur n'arrivait pas chez nos compatriotes. Et il faudra attendre donc 1980 avec le buste de la Terre-Tasse pour qu'enfin on ose mettre fondateur de la Croix-Rouge. C'est assez révélateur. Alors, puisque nous sommes en Suisse, nous quittons Haydn. À Haydn se trouve un musée Henri Dunant, mais il est en refonte intégrale et ne sera visitable que depuis l'automne, enfin exactement dans une année. Et alors là, si vous êtes amateur de buste d'Henri Dunant, vous en verrez un, mais c'est le modèle Yagi que vous connaissez très bien. En revanche, les Samaritains qui tiennent Henri Dunant aussi pour leur père fondateur, avaient décidé de créer au cimetière du Zielfeld à Zurich un monument, un cénotaphe, dédié à Henri Dunant. Il a été inauguré en 1931. Et alors, vous voyez que la scène de secours est surmontée d'un médaillon très impressionnant. Henri Dunant avait exprimé le vœu d'être incinéré, ce qui fut fait à Zurich, et nous avions mené des recherches, nous avons retrouvé son urne, mais quand nous l'avons ouverte, elle était vide. Donc il y a encore quelques découvertes possibles, mais qui ne sont pas absolument prioritaires.
Alors ici, nous avons le Togo. Alors vous voyez sur cette table un buste en ébène. On m'a dit que c'était de l'ébène, je les ai crus. C'est donc une délégation du Togo qui collabore étroitement avec la Croix-Rouge du Val-de-Marne et c'est pourquoi ils nous ont offert ce petit buste qui a 20 cm de haut environ. Et alors là, nous avons le pasteur Espoir Adazzi, au centre son épouse Bella, qui est d'ailleurs notre webmaster, et puis une délégation de la Croix-Rouge du Val-de-Marne, avec le deuxième depuis la droite, M. Philippe Garcia Marotta, qui est son président, et puis tout à droite, bel exemple d'écuménisme, M. Louis Appia, qui fait partie de la Société Louis Appia et qui s'était joint à nous pour cette circonstance. Mais ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que M. Agba, qui est sculpteur au Togo, a taillé cette interprétation d'Henri Dunant pour nous l'offrir, et donc un autre signe du rayonnement de notre grand homme. Le voici, à côté d'un des fameux bustes en plâtre de la filiation Yaghi de Leplanck. Nous arrivons à la Turquie, où Nesren Souman, professeur aux Beaux-Arts à Istanbul, a créé cette œuvre très, très magistrale. On a un petit peu l'impression que c'est l'esthétique à la mode Atatürk, n'est-ce pas? Elle est très impressionnante. Alors, ce buste donc, se trouve à Ankara, mais nous en avons une copie en bronze au siège de la Fédération internationale, mais malheureusement, il n'est pas exposé. Mais c'est une interprétation d'un autre style esthétique. Alors là, la photo est très mauvaise, mais comme c'est l'Uruguay, je n'ai pas résisté à la tentation de vous la mettre. C'est-à-dire que nous avons aussi, quelque part, c'est dans les archives du CICR qu'on m'a donné cette photo, en me disant c'est l'Uruguay, mais sans aucune autre précision qu'il s'agissait bien, cette silhouette en haut, de notre héros. Donc, encore des démarches en perspective, mais de nouveau, ce rayonnement du fondateur. Alors là, nous sommes dans la Yougoslavie, avant sa dislocation, plus précisément à Zagreb, et dans le cercle jaune ovale, vous découvrez une autre interprétation d'Henri Dunant. Je termine ce survol par une interprétation proche de celle de Souman, mais pas identique, et je dédie cet inconnu, parce qu'on ne sait pas d'où il vient, qui l'a fait, etc., pour dire que nous avons rencontré plusieurs autres bustes d'Henri Dunant, sans nom d'auteur, sans date, sans rien du tout. Donc, à la fois, il y a du travail, et à la fois, c'est la preuve que cette personnalité-là a beaucoup intéressé un certain nombre de sculpteurs. Et je fais maintenant un tout petit clin d'œil à la création de bustes, ou plutôt à leur créateur. Vous avez là Monsieur Albert Giorgi et son fils Abel, juste à sa droite. C'était lui qui nous procurait les bustes de la filière Yaghi de Leplanck. Il avait sa fonderie à Augens, qui se trouve entre Lausanne et Yverdon. Et c'est avec cet artiste, parce qu'en même temps, Albert Giorgi est créateur d'œuvres modernes, que nous avons pu fondre des bustes qui sont allés en Albanie, en Macédoine, au Kosovo. Donc, c'est assez étonnant d'avoir une diffusion pareille. Et puis, ici, alors, nous avons David Chojnacki,
qui est un fondeur d'art dont l'atelier se trouve à Jussy. Et cette fois-ci, vous le voyez, il est en train d'examiner le buste que nous lui avions proposé pour l'opération d'une fonte en bronze. Et alors, il est en train, là, de l'examiner pour voir comment il va le traiter. Et alors, nous lui avions amené le moule, et le moule, vous le voyez à gauche, il avait été amené par notre ami Stéphane Aubert, qui s'occupe notamment aussi des podcasts, et de mon cousin Charles Durand, qui est aussi ici, qui m'avait aidé pour les transports. Et cette masse informe, c'est le moule. Et si vous le regardez de près, une fois qu'on a ôté sa première carapace, on voit les deux parties, et puis ensuite, là, il est ouvert, et la technique de la cire perdure, c'est-à-dire qu'on va verser de la cire fondue dans ce moule en élastomère. Une fois qu'on a un positif en cire, naturellement on ôte le moule, on met ce positif en cire dans de la terre réfractaire, on perce des trous pour que l'air et la cire puissent s'échapper, on porte à haute température cet ensemble, la cire naturellement coule et disparaît, et c'est dans les orifices qu'on verse le bronze pour avoir le modèle final. Donc c'est une opération compliquée, et nous avons la chance maintenant, à Jussy, d'avoir un fondeur d'art qui réalise des prouesses. Alors, juste comme conclusion, dire que les bustes d'Henri Dunant, enfin les bustes en général, sont, disons, une création qui date, qui appartient souvent à une autre époque, mais qui reste extrêmement populaire. Le survol qu'on en a fait vous l'a montré, et puis en même temps qui peut servir d'autres causes. Là, nous avions eu, vous voyez, en 2017, une grande opération de personnes qui étaient hostiles à l'expulsion je crois, de repris de justice. Et alors Henri Dunant avait été choisi comme emblème pour cette manifestation. Vous l'avez vu, les bustes d'Henri Dunant ont servi pour la promotion de tel ou tel pays, ils servent pour la commémoration du 8 mai, ils servent aussi pour réconcilier ou rapprocher des familles qui avaient été déchirées par l'histoire des débuts de la Croix-Rouge. Bref, nous avons avec le buste à la fois un type de création artistique qui date et qui, dans les nouvelles générations, fait sourire, mais qui, en même temps, permet d'incarner aux yeux de la population l'image de celui qui est considéré comme le fondateur du premier mouvement humanitaire de format mondial, c'est-à-dire la Croix-Rouge internationale. Et à cet égard-là, cet usage permet de diffuser son image, permet de motiver plusieurs générations et sert en fait définitivement à l'institution elle-même. Je vous remercie.